Monsieur le président. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres. Je tiens d'abord à rappeler en premier lieu, pour que ne subsiste aucune ambiguïté, que les écologistes partagent sans aucune réserve le constat que vous venez de formuler. Constat encore précisé la semaine dernière par Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. Nous n'avons donc aucun doute sur le fait que, depuis près de 4 ans, notre avenir et celui de l'Union européenne se jouent sur les rives du Donbass. Nous savons tout ce que nous devons à l'héroïsme des soldats et du peuple ukrainien. Nous n'avons aucun doute sur les intentions de Vladimir Poutine, prêt à sacrifier toute une classe d'âge, plus d'1 million de victimes russes, pour repousser les frontières de la Fédération de Russie jusqu'aux anciennes limites de l'Union soviétique. Nous n'avons aucun doute sur la fuite en avant, lui qui a tourné la Russie tout entière vers la guerre en y consacrant 40% de son budget et 70% de son industrie lourde, et qu'il a mis au banc des nations démocratiques. Poutine ne peut plus reculer et doit être vaincu. Nous n'avons aucun doute sur le fait qu'aucune paix, objectif cardinal de notre mouvement politique depuis son origine, ne sera atteignable dans un monde régi par le rapport de force entre les empires, et qu'il nous faut consentir à ce rapport de force en défendant le droit international pour préserver ce que nous sommes, nous, Européens. Nous avons soutenu le gouvernement sans réserve, depuis le premier jour s'agissant du soutien militaire à l'Ukraine, et nous avons même regretté à plusieurs reprises qu'il n'aille pas assez loin ou pas assez vite. Nous ne nous sommes pas opposés à la loi de programmation militaire et à ses déclinaisons budgétaires, malgré l'austérité budgétaire que vous imposez au pays par votre dogmatisme néolibéral d'un autre siècle, d'un autre contexte géopolitique. Depuis un demi-siècle, persuadé, après la chute du mur, d'avoir atteint la fin de l'histoire, votre famille politique a désarmé l'État. Milton Friedman sur le volet économique et Francis Fukuyama sur le volet géopolitique sont allés de pair pour nous conduire dans le mur. Vous déplorez les dividendes de la paix, l'affaiblissement de notre appareil militaire et de notre puissance, sans réaliser que la puissance de l'État est indivisible. En démocratie, quand on affaiblit l'État-providence et l'État-stratège, on affaiblit mécaniquement l'État régalien. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues de droite, si vous tenez réellement à faire entendre à l'ensemble de nos compatriotes la réalité de la menace, si vous voulez appeler à la mobilisation générale et à l'économie de guerre, alors vous ne pouvez plus imaginer que le pays acceptera cela en amputant nos derniers services publics. Les sondages le montrent, en nette majorité, les Françaises et les Français ne veulent réduire les crédits d'aucune politique publique. Votre message ne sera pas entendu si l'effort de dépenses militaires n'induit pas, comme en 1914, avec la création de l'impôt sur le revenu, de nouvelles recettes fiscales et donc une contribution importante de nos milliardaires à l'effort de défense. Ce sera pour eux l'occasion de sortir du bois. Privilégie-t-il la défense de la France ou l'arrivée à la tête de notre République des valets de Poutine? Malheureusement, Monsieur le Premier ministre, malgré le réel respect que je vous porte au-delà de nos divergences, le discours que vous venez de prononcer n'était pas un discours de chef de gouvernement, c'était un discours d'ancien ministre des Armées. La menace à laquelle nous faisons face est globale, elle est protéiforme, elle interroge notre modèle économique, la pénétration de notre sphère médiatique par l'ennemi, en passant par la résilience de nos infrastructures. Le néolibéralisme a bâti un monde profondément interdépendant et dramatiquement fragile. Il a voulu nous faire croire que les intérêts économiques prévaudraient sur toutes les querelles politiques et territoriales, interdisant ainsi la guerre. Vladimir Poutine a balayé ce présupposé. Au contraire, il se permet de nous attaquer parce qu'il sait qu'il nous tient économiquement. Dès lors, dans le monde de 2025, accroître la sécurité du pays et du continent ne peut en aucune façon relever du seul effort militaire. En effet, à quoi bon renforcer notre effort de défense en sabrant nos politiques de souveraineté énergétique? En 2024, l'Europe a encore acheté plus d'hydrocarbures à Moscou, 22 milliards, qu'elle n'a donné à l'Ukraine, 19 milliards. Comment voulez-vous gagner cette guerre en finançant ainsi l'ennemi? À quand une programmation pluriannuelle de l'énergie, consacrant un mix énergétique souverain et sûr, alors que nos centrales nucléaires continuent de fonctionner depuis 4 ans avec de l'uranium enrichi en Russie, et que le bouclier de Tchernobyl perforé par un drone n'est plus étanche? À quand une politique de rénovation énergétique digne de ce nom pour réduire notre consommation d'énergie, notamment fossile? 4 ans après le début de la guerre,
l'Europe a enfin un horizon pour fermer le robinet de gaz russe fin 2027. C'est mieux que si c'était pire. À quand une politique de transition agricole digne de ce nom, alors que nos importations d'engrais azotés russes ont augmenté de 86% depuis le début du conflit? On ne reconstruira pas notre souveraineté, notamment énergétique et alimentaire, sans transition écologique. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Nos reculs des dernières années sont aussi absurdes que criminels, pour notre sécurité comme pour l'habitabilité de la planète. Même constat sur notre action extérieure. Nous sabrons les budgets de notre diplomatie et de notre aide publique. Notre influence s'effondre dans tout le Sud global et notre réponse est de nous retrancher derrière notre ligne Maginot. Même constat pour notre sécurité civile, qui peine à faire front alors que les catastrophes naturelles se multiplient et que l'ennemi peut nous frapper à distance par des cyberattaques capables de paralyser nos infrastructures. Même constat encore pour nos hôpitaux, pour lesquels nous avons dû arracher un compromis sur le PLFSS au bout de la nuit pour les maintenir à flot, très en deçà des besoins. Tous ces aspects pourraient d'ailleurs s'inscrire dans le cadre global des engagements pris dans le cadre otanien. Mais vous n'en dites rien. Nous sommes engagés à porter nos dépenses de défense et de sécurité à 5% du PIB. On parle donc de la somme colossale de 130 milliards d'euros par an, plus du tiers du budget de l'État à date. Sur ce total, 3,5%, soit près de 90 milliards, doivent être affectés aux dépenses militaires. Quelles dépenses envisagez-vous inclure dans ces autres 40 milliards de dépenses de sécurité? Plus largement, comment nous demander de nous prononcer sur un budget de la défense porté à de tels montants, sans avoir la moindre idée de l'évolution des recettes de l'État et des sacrifices auxquels il faudra consentir? Nous sommes également dans le flou sur le cadre otanien et européen dans lequel cet effort s'inscrit. Vous avez évoqué une volonté partagée sur l'ensemble de ces bancs de ne compter que sur nous-mêmes et de ne jamais compter sur les autres. Ce n'est pas juste. Les écologistes ne peuvent acquiescer à ce propos. Vous invoquez De Gaulle, permettez-nous de lui préférer Jean Monnet. Je le cite, « Nos pays sont devenus trop petits pour le monde actuel, à l'échelle des moyens techniques modernes, à la mesure de l'Amérique et de la Russie d'aujourd'hui, de la Chine et de l'Inde demain. » Un propos visionnaire, d'une lucidité encore parfaitement actuelle, cette vision nous semble manquer à votre propos, qui évoque peu ou pas l'Europe de la défense, la perspective d'un commandant européen de l'OTAN, ou encore le défi de la dissuasion nucléaire du continent sans parapluie américain. Ceci nous importe tant du point de vue politique, financier qu'industriel, car nous sommes convaincus que la France, sans ses partenaires européens, n'a pas les moyens de l'ambition dont vous faites état, à savoir conjuguer une armée complète, une dissuasion nucléaire renouvelée et les défis futurs, cyber, espace, fonds marins, intelligence artificielle. Monsieur le Premier ministre, faute de vision suffisamment large et suffisamment précise de votre part pour répondre à cette menace hybride, le groupe écologiste Solidarité et Territoires